Bonjour. Aujourd'hui, nous commençons la prochaine partie du premier chapitre, Measurement of Physical Quantities. Maintenant, on arrive là, Measurement of Volume. Bon, on a déjà fait auparavant. Volume, c'est quoi? C'est tout simplement quantité l'espace un objet d'y occuper. It is the amount of space an object occupies. Maintenant, concernant les différents unités de volume, nous avons un metric system comme en millimètre cube, centimètre cube, décimètre cube, mètre cube. Ou sinon, le cas aussi mesure volume en litres, centilitres ou en millilitres. Et parmi ces unités, le SI unit de volume, c'est mètre cube. Maintenant, nous besoin connaître aussi comment nous convertir ces units en volume. Par exemple, un centimètre cube est équivalent à 1 millilitre. Dans 1 litre, nous avons 1000 millilitres. Dans 1 litre, nous avons 100 centilitres. Dans 1 mètre cube, nous avons 1 million de centimètres cubes. Dans 1 mètre cube, nous avons 1000 litres. Et dans 1 mètre cube, nous avons 1000 décimètres cubes. Donc, parfois, multiplier, parfois diviser, ça je déjà connais comment on fait ça. Donc, je suis capable de faire cette question-là, le conversion of units. Maintenant, measurement of volume of liquids. Mal liquide, ce volume, nous pas mesure, nous pas gagner par formule, principalement nous gagnons en se servant de différents instruments. En physique, ce qui nous servait plus beaucoup, c'est le measuring cylinder. Sinon, nous avons aussi l'appareil qui parfois nous servait plutôt en chimie, comme un graduated conical flask, un burette, un beaker, un syringe ou un pipette. Maintenant, quand nous mettons le liquide dans un measuring cylinder, ce surface n'est pas horizontale, il fait un petit curve. Sa curve part of the surface, on appelle un meniscus. Et sa meniscus, on trouvait comment il était. Les curves au centre, les bas, le one edge, les plus hautes. Maintenant, quand c'est ce qui nous apprend measurement, nous apprend au milieu, côté les plus bas. Nous apprend readings at the lower part of the meniscus. Et aussi, quand nous prenons un measurement, nous devons assurer qu'il n'est pas fait par l'axéra. Comment est-ce qu'il nous évite de faire par l'axéra? C'est quand nous plaçons le lisier perpendiculaire avec une scale. Par exemple, ici, le correct position, c'est celui du milieu, en vert, que nous gagnons une réponse de 19,70 ml. Si le lisier est placé plus bas ou soit plus haute, nous gagnons une wrong value. Parce que ma position est wrong, le lisier n'est pas perpendiculaire, donc nous gagnons une valeur qui n'est pas correcte. Ensuite, quand nous savons measuring cylinder, nous avons quelques précautions. Bon, une précaution qui était là, c'est que nous devons placer perpendiculaire pour nous éviter de faire un parallaxe. Nous measuring cylinder, nous devons placer loin flat horizontal surface. S'il n'est pas placé sur une surface horizontale, le liquide là aussi n'est pas plus settle correctement et nos valeurs qui nous pourront recorder pas pour mal. Et quand nous vidons le liquide de nos measuring cylinder, nous devons vider doucement. Le liquide mesure pour gently. Pourquoi? Pour empêcher sauter, to avoid splashing. Nous sommes capables de pratiquer un peu. Nous lire volume de liquide dans sa différents measuring cylinders. Hein? Et ensuite, nous passons au measurement of volume of regular solids. Donc, avant tout, il y a deux types de solides. Un regular solide avec un irregular solide. C'est quoi un regular solide? C'est un solide qui a une definite shape. Qui pourrait dire pour une definite shape, c'est une shape qui est bien définie, c'est une shape qui a un nom spécifique. Par exemple, il y a un cube, un cuboid, une sphère, une pyramide, un cône, etc. Ça, c'est un regular solide, une regular shape, une definite shape. Nous sommes capables de gagner un volume par formule. Pour ce niveau-là, nous avons tout simplement pour volume of cube avec volume of cuboid. Pour un cube, cette formule pour calculer ce volume, c'est length for length for length. Et pour un cuboid, c'est length for width for height. Si nous avons aussi un irrégulier solide, c'est un solide qui peut avoir une forme bien définie, qui peut avoir une forme exacte, qui comme un stone, un eraser qui comme servi, un roche, etc. Mais nous, malgré ça, on lance un volume, on lance l'espace dans un volume et nous sommes capables de déterminer ce volume. Nous ne pouvons pas gagner par formule parce qu'ils ont une length exacte, une dimension qui est bien définie. Mais n'empêche que nous avons un système, une façon pour nous gagner ce volume. Et la façon qui nous servit, c'est la displacement method. Et maintenant, il y a deux types de displacement method. La première méthode, c'est quand nous servons un measuring cylinder. Comment est-ce qu'il nous fait ça? Nous prenons un measuring cylinder, nous plaçons un peu de données dans le measuring cylinder. Vous le trouvez dans un dessin là. Nous lire
nous note the initial volume of water, comme on a ici, c'est 200 cm3. Nous immerse nous irregular solid gently in the measuring cylinder. Qui va arriver de là? De là, ce niveau de montée, bien sûr, parce que ça, il prend un certain espace dans le measuring cylinder de l'eau. De la montée, nous lions le final volume of water. Ici, il est égal à 260. Et comment est-ce que nous gagnons volume of the irregular solid? Il peut égal à final volume minus the initial volume. Qui donne nous 260 retire 200, qui est égal à 60 cm3. Ça, c'est une méthode bien facile. D'accord? Une méthode bien facile. Vous n'avez pas prendre par cœur, n'est qu'un peu comprendre, vous êtes capable de récalibrer pour même ensuite, plus tard. Maintenant, une deuxième méthode, c'est un deuxième type de displacement method, c'est en se servant d'un displacement can. Quand on trouve le displacement can, il contient un beaker, seulement il y a un side arm sur le côté, qu'on appelle un spout. De là, il passe à travers un spout là, il tombe à l'extérieur. Ici, il fallait nous collecter de là dans une measuring cylinder. Donc, il nous fait, en premier, nous remplir le displacement can jusqu'au niveau de sa side arm là, jusqu'à sa spout là. Nous remplis de l'eau là-dedans. Ensuite, nous prenons irrégulière solide, nous attachons avec la ficelle, bien sûr, et nous immersons doucement de nos displacement can. Qu'arriver de là, ce niveau, il peut monter. Niveau de l'eau monter et automatiquement, quand ça, il peut aller, il peut passer à travers le spout, il peut tomber dans le measuring cylinder. Et ça, quantité de l'eau qui peut collecter dans le measuring cylinder, ça volume de l'eau qui peut collecter dans le measuring cylinder, il peut égaler le volume de sa irrégulière solide là. Parce que sa irrégulière solide a un volume, quantité de l'espace qu'il peut prendre dans nos displacement can, c'est même quantité de l'eau qu'il peut déplacer, c'est même quantité de l'eau qui peut passer à travers le spout et qui peut rentrer dans le measuring cylinder. Donc, sa quantité de l'eau là qui peut égaler à volume of the irregular solid. Maintenant, qui fait des fois nous servir sa méthode, qui fait des fois nous servir méthode précédente, il dépend de l'objet. Si l'objet est trop gros, que n'est pas pour fit dans le measuring cylinder, là nous servir un displacement can, parce qu'un displacement can est un peu plus gros, comme un beaker comme ça, et il est capable d'accommoder un plus grand objet. Ensuite, nous venons directement au measurement of mass. Donc, on le connaît, mass c'est amount of matter in an object. C'est, comme on le connaît, c'est une mesure en milligrammes quand il est léger, comme un objet léger, centigrammes, grammes, kilogrammes, soit tonne. Et pour mettre ça là, SI unit de masse, c'est kilogramme. Ça, c'est ma conversion factors for un units of mass. Donc, comme on le connaît, 1 kg égale 1000 grammes. D'un gramme, il y a 100 centigrammes. D'un centigramme, il y a 10 milligrammes. D'un tonne, il y a 1000 kg. Et d'un gramme, il y a 1000 milligrammes. Ensuite, nous sommes capables de faire ça, cette petite question-là, le conversion of units. Maintenant, pour mesurer la masse qui nous servit différents appareils. Nous avons un electronic balance, un beam balance, un triple beam balance. Mais l'appareil qui nous sert plus souvent, c'est un electronic balance. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile pour servir et parce qu'il est plus accurate. Ensuite, nous avons measurement of temperature. Quand on connaît température, c'est qui quand j'étais chaud ou soit qui quand j'étais froid un objet d'y était. D'accord? Et température, nous quand mesurer en degrés Celsius ou soit en Kelvin. Et SI unit de température, c'est Kelvin. Donc, temperature, c'est the degree of hotness or coldness of a body. Nous mesurons, la plupart du temps, nous mesurons en degrés Celsius, mais ce SI unit, c'est Kelvin. Et qui m'a l'appareil de ces mesures de température, il a différents types de thermomètres. Comme on le connaît, c'est un thermomètre, mais il a différents types de thermomètres. Il y a un clinical thermometer, un laboratory thermometer et un digital thermometer. Un clinical thermometer, comme on nom l'aime, vient de servir dans la clinique, à l'hôpital, à la maison, pour mesurer la température de une personne quand nous est malade. Son range lit de 35 à 42 degrés Celsius parce que une personne, sa température normale est environ le 37,5 degrés. C'est pour ça qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait un clinical thermometer ait un plus grand range, parce que nous vous servez seulement pour mesurer la température de une personne qui peut voyer dans un range là même. Donc, quand il est petit comme ça, il est plus facile pour nous transporter, plus facile pour servir. Et nous trouvons une petite constriction, c'est ça, petit bout de carboxé là qui est là ici. Constriction là qui fait, il empêche le mercure là de redescendre tout de suite dans le bulbe quand nous finissons de servir.
Avant, nous prenons measurement. Comme ça, nous gagnons du temps pour measurement là égale valeur exacte. Qui est bizarre. Le laboratoire thermomètre nous servit dans le laboratoire pour mesurer la température de ma substance pendant mon expérience. Nous trouvons qu'il commencer au moins 10 degrés, il finit au 110 degrés. Ça, c'est ce range. Ensuite, nous avons un digital thermometer qui nous servit aussi pour mesurer la température de ma personne malade. Le plus facile pour servir qui est un mercury thermometer parce qu'il est par contre, parce qu'il nous gagne une valeur exacte. Premièrement, il nous gagne une valeur exacte. Et deuxièmement, il n'est pas contenir mercury qui est poisonous. Pour température, nous avons deux units qui nous connaissent, Kelvin et degree Celsius. Comment nous convertir degree Celsius en Kelvin? Nous ajoute tout simplement 273. Nous allons multiplier ça divisé ici. Nous ajoute 273 pour faire vide en Kelvin. Et pour faire Kelvin en degree Celsius, nous retirons 273 tout simplement. Il y a un petit calcul qui nous est capable de faire ici, le conversion of unit. Ensuite, nous avons measurement of time. Time, nous connaissons ma unit, c'est des petits. Nous pouvons mesurer en secondes, en minutes, en hours. C'est les plus grands, nous aussi capables de mesurer en jours, en semaines, en mois, en years. Et pour mettre cela, sa unité de time, c'est secondes. Secondes, ce symbole, c'est un petit s. Qui m'a l'appareil nous a servi pour mesurer time? Il y a différents types d'appareils. C'est que nous savons plus beaucoup. C'est un stopwatch. Il y a deux types de stopwatch. Il y a un digital stopwatch et un analog stopwatch. Digital stopwatch, électronique, nous avons là directement. Analog stopwatch, nous besoin lire comme une montre, une aiguille dans ce scale et tout. Un digital stopwatch est plus facile pour lire et il est plus accurate aussi. Et ils ont fait qu'on appelle human reaction time. Ça, c'est les temps qui nous prend pour réagir à une certaine action. C'est les temps qui nous brain prend pour envoyer un signal. Normalement, pour une personne d'âge moyen, il y a environ 0,3 secondes. À mesure que nous vieillissons, sa réaction d'abord augmenter. C'est pour ça que nous trouvons qu'il va diminuer, notre réflexe diminuer. Nous aussi appelons the thinking time, parce que c'est les temps qui nous prend qu'on peut réagir, qu'on peut penser. Nous avons lié le stopwatch, le digital stopwatch, comme le premier. Sa premier chiffre là, c'est le number of minutes. Le deuxième, c'est le number of seconds. Et sa troisième là, qui est un peu plus petit là, c'est le number of centiseconds. Donc ici, c'est 1 minute 23,25 secondes. Le deuxième, il donne nous 12,76 secondes. Et le troisième, 37,22 secondes. Donc, finir, remarque, centiseconds comme c'est un chiffre qui est un peu plus petit. Nous sommes capables de lire l'analogue stopwatch aussi. Vous avez bien exact. Vous retrouvez ici, par exemple, entre 0, qui est équivalent à 60, et 5, nous avons 5 main divisions. Ensuite, chaque division, il a 5 petits encore. Donc, nous avons 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mais entre 0 et 1, il est divisé par 5. Donc, une petite division petite complètement là, il peut égal à 0,2. Donc ici, il est au cinquième avec 4 petites divisions encore. Donc, il n'est pas encore arrivé 6. Donc, il est fini. 4 petites divisions, il est 0,8. Donc, 5 avec 0,8, il est 5,8. Maintenant, ici, dans là, nous trouvons que il y a 15, il y a entre 15 et 20. Ce qui est plus précisément, nous avons une grande division là, entre 18 et 19 secondes. Mais après 18, il y a une petite division après 18, donc il y a 18,2 secondes. Seulement, quand nous regardons ça, le trou au milieu là, ça qui est représenté, ça représente le number of minutes qui est déroulé. Parce que un tour, des tours, 3 tours, nous pouvons juste 60 secondes. Nous connaissons combien de minutes passées. Ici, nous avons le number of minutes, nous trouvons qu'il est égal à entre 40 et 45, il est égal à 44 minutes. Pour le premier, il est encore au 0, vertical. Donc, il est encore au 0 minutes, seulement 5,8 secondes. Ici, il est 44 minutes et 18,2 secondes. Voilà, ça c'est le measurement of time. La prochaine fois, nous allons faire un petit bout là, le simple pendulum.